Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. 40 ans d'histoire, 40 ans de passion, puis je suis certain que ça dure encore aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, le sculpteur Lasarrois, M. Michel Drapeau. Monsieur Drapeau, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Drapeau. Les artistes, moi j'aime recevoir les artistes de n'importe quel domaine, que ce soit culturel, chansonnier, peu importe. On en a beaucoup chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, et principalement aussi en Abitibi-Ouest. On en a beaucoup. Il y en a pas mal, oui. Et oui, puis moi, je me considère, c'est un honneur pour moi que de recevoir des gens comme vous, des gens passionnés comme vous, des gens qui ont fait l'histoire puis qui vont continuer encore à la faire plusieurs années. Et on vous souhaite de continuer plusieurs années encore. Oui, mais ça prend du monde qui s'intéresse à nous autres aussi, là, pour nous faire connaître, en tout cas pour nous représenter au monde. Là, puis ça, c'est important aussi parce que là, assez souvent, on peut passer inaperçu, puis c'est ça, là, on peut faire une exposition, puis c'est fini. Oui, mais c'est sûr que moi, en tout cas, mon studio est toujours ouvert à la culture, puis c'est tellement... Vous êtes passionné, puis moi, ça me passionne également. Alors, pour moi, je l'ai dit, c'est un honneur que de recevoir des gens comme vous, M. Drapeau. Comment vous en êtes venu... Comment votre fascination pour l'art, ça a débuté quand, ça? Et ça n'a pas débuté hier, là, avec tout ce que vous avez fait déjà. Et dans mon intro, je le disais, 40 ans d'histoire, 40 ans de passion. Mais ça a débuté comment? Ça a débuté, dans le fond, pas mal avant ça aussi. Quand on était jeune, il y avait comme des ateliers d'artisanat. Je ne me souviens pas quel âge qu'on pouvait avoir. De 7 à 10 ans, peut-être qu'il y avait un père, le père Allaire, quand on était jeune, mettons au Collège Saint-André, il donnait des cours d'artisanat les fins de semaine, tu sais, comme le samedi. Puis là, on apprenait à faire comme des émaux sur cuivre, du moulage de plâtre, la pyrogravure, c'était fascinant, ces affaires-là. Ben oui. Fait que ça a commencé de même, puis mon intérêt pour les arts... je l'ai toujours eu. Je lisais gros dans la fameuse collection Grolier, là, oui. la vie des artistes. Fait que là, ça, c'était fascinant. Puis moi, je sais pas, là, j'aimais ça, là. Entre autres, les peintres comme Rembrandt, ouais, les sculpteurs à la Michel-Ange. Là. Fait que là... Ça vous a toujours passionné? Oui, oui, puis les biographies, puis même les musiciens dans le temps, là aussi, Chopin, tout ça. Fait que là, ça a toujours continué, puis... à un moment donné, il y a eu le cégep aussi, j'avais des cours en art plastique. Puis j'avais des amis qui étaient artistes quand j'étais à Montréal. Là, eux autres, mes amis, c'était des artistes, eux autres, ils étaient plus en art. Puis c'est ça, là. Puis à un moment donné, avec un ami, lui, il n'était pas en art, mais il était en sciences politiques. Okay. Il faisait du petit point dans les années 70. Fait que là, j'ai commencé à faire du petit point, moi, avec. OK. Puis c'est ça, là. Puis l'été, je venais travailler avec mon père à la salle, là, puis pour gagner des sous. Puis là, à un moment donné, je travaillais dans une maison, c'était la maison à Michel Lessard, puis c'était un bon potier dans le temps. Malheureusement, aujourd'hui, il n'en fait plus, là, mais là, ça m'avait, puis c'était dans cette maison-là, il y avait toutes sortes de monde qui travaillait, puis sa blonde décapait des portes, c'était le retour à la terre, tu sais, le style. Puis là, quand j'étais retourné à Montréal dans l'été 72, j'ai dit, moi, je veux faire de la sculpture. Fait que là, j'avais été comme chez Langevin Forêt, je pense, puis je me suis acheté un petit kit de couteaux, de 12 couteaux pour 2 piastres, une planche de bois. Une petite planche de bois, OK. Puis j'ai commencé de même, puis là, la piqûre m'a pogné, puis j'ai continué, puis je me suis arrêté. Puis là, c'est l'intérêt, même aujourd'hui, c'est encore plus fort, là. Moi, là, je vous soupçonne quasiment qu'à l'école, là, votre plus beau cours, là, c'était le dessin ou des choses comme ça. J'aimais les arts, mais les arts, je n'étais pas nécessairement doué en dessin, mais j'aimais... Ou l'art, oui. Oui, j'aimais l'art okay. en général, oui. Quand on dit, M. Drapeau, que vous êtes sculpteur autodidacte... C'est que je l'ai appris par moi-même. C'est par la recherche,
par le vouloir de faire les choses, de transformer le bois, là, tu sais, de donner une vie, une seconde vie, en fin de compte. Fait que c'est ça, là. Mais comment on apprend? On apprend ça par soi-même. C'est incroyable. Bien, dans le fond, quand on a une âme un peu créatrice, on a des idées, puis on a des idées, on voudrait les mettre en forme. Ça fait que là, on s'amanche avec les couteaux puis les crayons, puis à créer la forme, à créer l'idée qu'on a en dedans de nous. Ça fait que c'est de même que la sculpture a né, si on peut dire. Ça fait que c'est de même. Moi, là, je veux qu'on montre ça absolument, M. Drapeau, parce que je trouve ça tellement beau, puis ça a une histoire, ça aussi. Ouais. C'est la Madone. On va demander à Steven, je vais essayer de tourner ça sans l'échapper, j'espère. Là. Tiens, je vais la mettre comme ça. On va demander à Steven d'aller chercher un gros plan. Expliquez-nous c'est quoi ça, M. Drapeau. Ça, c'était comme une... C'est un œuvre dans le temps, en 1977, que les Sœurs de l'Assomption et la Sœur m'ont acheté. OK. C'était d'après un peintre, un dessin d'un peintre, Modigliani, comme mon peintre préféré. OK. C'est comme une interprétation libre. Puis c'était en exposition. Puis ma bonne amie, c'était une sœur aussi dans le temps, sœur Jeannette Durocher. Elle l'avait trouvée tellement belle qu'elle l'avait achetée pour la congrégation. OK. Puis elle a fait du chemin. Puis quand j'ai fait mon exposition, ma rétrospective, là, dernièrement, là, un mois, elle était rendue à Trois-Rivières dans une maison de sœur, là, parce qu'à la sœur, il n'y a plus de maison de sœur. Non, c'est ça, exactement. J'avais téléphoné à Janine s'il y avait moyen de la récupérer pour la faire partie de mon exposition. Puis j'ai été chanceux, elle l'a trouvé et elle me l'a envoyé pour que je l'expose. Expliquez-nous, M. Drapeau, là, comment on fait une sculpture de même? D'abord, ça, ce n'est pas un visage qui est collé sur une planche, là, du tout. C'est collé, c'est pas que... C'est fait à même une grosse planche. OK, c'est fait à même une grosse planche, OK. Oui. OK. Ben, c'est plusieurs. Là, je vois que j'ai collé 4 gros morceaux de bois. Oui, OK. Puis là, après, ben là, j'ai fait le dessin, puis là, j'ai sculpté, puis j'ai donné la forme là, de la tête, du visage. Là. Ça prend combien de temps à faire Je ne sais pas, mais on va dire, je n'ai jamais compté les heures des œuvres que j'ai faites. Ça a toujours été... Étant une passion, pour vous, le temps passe vite. Quand vous travaillez un morceau de bois, disons, le temps ne compte pas. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Non, ça compte pas, parce qu'on est pris par le travail à l'œuvre qu'on fait. Là. Puis je suis toujours refusé à compter les heures que je mettais dans chacune de mes pièces, parce que je travaille à part, puis là, l'heure compte. Oui, exactement. Mais là, ça, c'est ma passion, c'est ma raison de vie. C'est mon âme qui vit là-dedans. Ça fait que là, non, il n'y a pas de calculage ni de production. Absolument. Je réalise ce que je conçois à l'intérieur, si on peut dire. Peut-être une question comme ça, M. Drapeau. Quand vous avez fini une œuvre, parce que moi, j'appelle ça des œuvres. Quand vous avez fini une œuvre, puis que vous la mettez, là, je sais pas, vous la collez au mur, là, elle est là, puis là, vous la regardez. C'est le produit fini. Est-ce qu'il vous arrive des fois de dire, ça, c'est une de mes meilleures, ou non, celle-là, là, elle n'est pas à mon goût, mais il semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça arrive? Oui, ça arrive, parce que des fois, on peut se tromper, et des fois, on est super content de ce qu'on a réalisé, là. Fait que c'est pas toujours évident d'atteindre, de mettre en forme nos idées. Là. Tu sais, ça dépend aussi de nos humeurs. On n'est pas... c'est pas comme un ordinateur, on s'en va droit. Là, on peut sur un piton, puis on... c'est ça. La journée que tu vas dans ton atelier, la journée, à chaque jour, je vais, là, mais on n'est pas tout le temps... On est comme tout le monde, on est d'humeur. Même si on aime ça, faire ça, nos humeurs aussi, ils varient. Hein? Une question que je pose à chaque personne qui vient ici dans le domaine de l'art, ou un chansonnier, un compositeur, je demande tout le temps,
Est-ce qu'il y a des journées là, où peut-être une nuit, vous vous réveillez, OK, là, je viens de penser à quelque chose, je vais faire telle affaire, là, je suis dedans pour le faire, je suis inspiré. Et puis, il y a des journées que vous ne touchez absolument rien parce que l'inspiration n'est pas là. Ça arrive. Oui, il y a des fois quand il y a des passages à vide, là, on appelle ça des fois. Oui, exactement. Mettons, après avoir réalisé, mettons, quelques pièces, ou après une exposition, il y a des pièces qui ont été, qui ont pris pas mal de notre temps et de notre énergie, ou après des bonnes expositions, moi j'appelle ça comme un postpartum, on a un passage à vide. Puis il y a d'autres artistes qui sont de même aussi, tu sais, t'atteins un pic, là. C'est ça. Puis là, après, là, c'est comme là, tu flottes un peu, puis là, tu tombes. Puis là, après, tu ne recommences pas tout de suite à travailler. On laisse un peu le temps là, de passer à ce moment-là. Refaire le plein, c'est un peu quelque ça? Chose de même. Oui, là, OK. On a donné pas mal d'énergie pour atteindre ce qu'on voulait, comme dans une exposition. Puis là, après, mais là, c'est atteint, puis là, le temps, parce que faire une exposition, c'est énergisant. Oui, beaucoup. Beaucoup d'adrénaline, puis là, après, c'est normal que tu breaks un peu. Oui, exactement, c'est ça. On dit que vous travaillez le bois, la pierre et l'étain. Oui, j'ai fait de l'étain, oui. Si je vous demandais, moi, la différence entre les trois et lequel que vous aimez le plus travailler? J'ai aimé tout ça parce que c'était des choses que je veux réaliser. Puis les pièces demandaient à ce que ce soit ça, chaque matériau. Le bois, c'est sûr, c'est comme une préférence. Mais quand j'ai travaillé la pierre, j'ai fait toutes sortes de marbres, du marbre du Vermont, du marbre d'Italie, ensuite du calcaire de Saint-Marc-des-Carrières, mettons comme mon œuvre extérieure à la salle. Mm-hmm. Puis ça, c'est une autre démarche, c'est différent. Le bois, ça coule plus, tandis que le marbre, lui, il faut que tu fasses... la pierre, il faut que tu fasses avec. Hein? Okay. C'est avec un poinçon, puis c'est une petite bite à petit grain à la fois, si on parlait de même. Oui. Puis là, c'est comme une grande conversation avec la pierre, hein? Parce que là, ça va pas vite. Non, exactement. Absolument pas. Parce qu'on ne peut pas frapper fort s'il n'est pas un gros éclat. Non, c'est ça. C'est tout le temps des petits coups, puis tu t'envoies avec ça. Puis ensuite, quand même... c'est aussi, il faut le dire en passant, que la pierre, là, c'est un autre monde. Hein? Et quand tu travailles ça, là, quand tu fais tes éclats de roche, de pierre, ils s'en vont, il y a de l'odeur, hein, si tu dégages. Il y a une odeur de pierre. Oui. Comme quand on travaille des résineux, comme le pain ou bien des épinettes, ça a une odeur. Il y a une senteur, oui. Dans la pierre aussi, il y a une odeur. Oui. Tu travailles ça, là, puis tu cognes là-dessus, puis tu t'en vas, puis il y a quelque chose qui... oui. C'est surprenant. Quand on parle de pierre, ce n'est pas n'importe quelle sorte de pierre. Ben moi, j'étais plus dans le calcaire, le marbre, là, ces affaires-là, parce que c'est plus facile à tailler. On peut plus le sabler, la pierre. On va aller avec quelques-unes de vos œuvres que vous avez emportées. C'est tellement beau, M. Drapeau. On va montrer à l'écran, on va demander à Steven de venir chercher un gros plan. Comment on fait là, ces belles petites... Ça, c'est... le bois, c'est un tilleul, toute d'une pièce. OK. Ensuite, un motif géographique que j'ai fait. Puis là, en plus, chaque espace, on peut dire, ça, c'est fait manuellement, là, avec ma main, mais j'ai comme un stylo qui tourne à peu près 400 000 tours minute. Ça fait que ça l'empêche, tu sais, contrairement à un Dremel, de kisser, tu sais, de s'en aller dans le bois. Mais c'est sûr qu'il faut travailler avec délicatesse, parce qu'il y a des places, là, il peut y avoir un 32, un 64, tu sais, d'épaisseur. Fait que là, c'est ça, c'est de l'attention. C'est quelle sorte de bois? Ça, c'est du tilleul. Du tilleul? Oui. Il est très, très léger. C'est un bois résistant? Parce qu'il est léger, là. Il est très léger. Oui, mais il est très mince, hein? Oui, exactement, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la technique. Là, savez-vous une chose, monsieur? Moi, là, si j'avais ça chez nous, là, je ne mettrais rien dedans. Il serait exposé comme un chef-d'œuvre.
Ça, c'est des pièces qui peuvent servir aux deux, ce que je fais. Dans ce genre-là, là, tu peux mettre des choses dedans ou ils peuvent servir d'objets, là, pour... Mettre du pain dedans, quelque chose, mais moi, pas beaucoup. moi, je me risquerais pas, en tous les cas. Je veux dire, je le garderais comme ça. Je trouve ça tellement beau. Ce serait une pièce de collection, monsieur. Ouais. On en a C'est des pièces uniques à chaque fois que je fais. Oui, sûrement, hein, sûrement. Il n'y a pas deux modèles. Je suis incapable de faire deux fois la même chose. Deux fois la même chose. On va en regarder un autre ici, monsieur Drapeau. Vous allez nous expliquer c'est quoi. Ça, c'est fait avec des collages multiples. Puis ça, c'est pas mal de travail. C'est comme, on appelle ça, mettons, du collage segmentaire. C'est tous des petits triangles qui sont collés, assemblés, puis recoupés, puis assemblés un par-dessus l'autre pour pouvoir travailler ça. Puis au-dessus, il y a des petites lamelles de bois entre chaque segment. Oui, on voit ça ici, là. On va juste ici. Ça ici, là, que vous voulez dire? On va plutôt montrer ça ici, là. Là-dedans, le bois arrangé, là, c'est du paddock africain. Puis dans le milieu, c'est comme mauve. Ils appellent ça de l'amarante. OK. C'est des bois d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Là. Tellement beau. On va en prendre un autre ici, là. Ça ici, c'est... Ça, c'est de l'amarante. On peut mettre ça de même, M. Drapeau? Oui. C'est quoi, vous dites? De l'amarante. C'est un bois d'Amérique du Sud, je pense. Ah oui? Oui. Ça, là, vous prenez ça où, ce bois-là? Ben, quand je vais à Montréal, je m'achète des planches. Ah oui? Puis... Ici, en région, on n'a pas ça? Non, il n'y a pas ça. Non, pas en tout. Non, c'est sûr que c'est pas... Fait que, de temps en temps, je m'achète des madriers là-bas, puis des stocks dans mon atelier. Puis quand je fais quelque chose, j'ai besoin d'une couleur. Parce que je teins pas. Je prends juste du bois coloré de couleur. Sans entrer dans les détails, parce que je ne veux pas savoir là, le prix, etc., mais un bois comme ça, est-ce que c'est un bois qui est dispendieux? Oui, c'est dispendieux. Ça doit, hein? Oui. C'est pour ça qu'on achète un petit peu à la fois. Un petit peu à la fois. On va aller avec une autre pièce de collection. Là, celle-là, c'est vraiment... Une pièce maîtresse, là. Bon, on va demander ici, on va attendre, Steven va nous prendre... Expliquez-nous c'est quoi, M. Drapeau. Ça, ça a une histoire aussi. Là, une couple d'années, mon fils m'avait emmené comme cadeau de fête en France. Puis moi, j'étais un maniaque des cathédrales. Puis à un moment donné, on était voir Notre-Dame de Paris puis la chapelle. Puis là-dedans, il y a toutes sortes de vases royaux, tu sais, d'entreposés. Okay. Puis ça m'a inspiré. Puis les flèches, tu sais, de cathédrale. Là, oui, exactement, ça s'en est, là. Oui, exactement. Fait que c'est ça, là. La flèche, elle, est en wengé. C'est un bois africain, ça aussi. Puis le couvercle, là, il est comme dans une loupe d'orme d'Angleterre. Ça, c'est un ami ici qui est ébéniste, Marc Bianca. Fait qu'il m'en donné de ça. Puis moi, je m'en ai servi. Moi, je ramasse tous les bois, puis toutes sortes de bois. Oui, c'est sûr. Ça, c'est du boulot. OK. Ouais, c'est un bon boulot de chez nous, là. C'est un bon boulot de chez nous. Okay. Je travaille gros avec du bois de chez nous. Puis la base, elle, est en coco-bolo. C'est un bois africain aussi. Il faut se servir des couleurs. Parce que oui, parce qu'il faut agencer les couleurs. Mon boulot, il y avait comme cotis. Puis en général, c'est pas bon, ça, pour la production de choses. OK. Puis moi, c'est le bois qui est magané ou bien qui a des imperfections, je m'en sers parce que je trouve que je leur donne une autre vie. Une nouvelle vie, une autre vie. Puis ça a comme... Parce que quand on regarde, c'est mince. C'est très mince. Comment on en vient à faire un bois aussi mince que ça? Ça, c'est de la technique. Il faut y aller doucement, là, avec des couteaux bien effilés. Là, puis, ça arrive des fois qu'on en pète. Là. Mais il ne faut pas en péter souvent. Vous aimez donner une touche de fantaisie à vos œuvres? Oui. C'est nouveau à chaque fois. Là. Chaque dessin, celui-là, il est différent. Là, mais ça rajoute. On dit que vos œuvres s'inspirent de vos préoccupations sociales ou personnelles pour créer. Ça arrive? Oui, j'ai fait des pièces là, qui avaient rapport avec... mettons, qu'il y avait dans mon exposition à la salle, là, qui avait avec des...
comment que je dirais bien ça, là, il y avait des cochonneries dans le monde, là, des cochonneries de monde, des camps de concentration, là, dans les années 80, je travaillais gros là-dessus, là, parce que il y avait comme des juntes militaires là, en Amérique du Sud là, qui étaient assez meurtrières et violentes. Okay. Faisaient disparaître du monde pas mal à la tonne. Fait que là, ça, mes œuvres dans cette période-là, ils étaient pas mal axés là-dessus. Là. Quand vous commencez une œuvre, est-ce que vous savez comment ça va se terminer ou si vous y allez étape par étape? Vous improvisez. Vous improvisez toujours, parce que je suis à peu près certain, ou je me trompe peut-être, vous commencez une œuvre, puis vous n'avez pas là, dans votre tête, moi, là, avec ça, là, je vais faire telle chose. Là. Ah, non, je serais mieux de faire ça de même, ça va être plus beau. Je ne sais pas, là, comment que vous procédez pour faire une œuvre? Parce que, supposons, celle-là ici, là, dans votre optique à vous, dans votre idée à vous, quand vous avez commencé ça, vous ne pensiez pas que ça finirait de même? Non. C'était différent. En premier lieu, j'avais commencé comme le vase. Je voulais faire un vase, mais c'était pas tout prédéfini, tu sais, dans ma tête, là. OK. J'ai été... C'était la base, c'était un vase. Elle, ça a été sur plusieurs mois, là, qu'elle s'est faite, là, parce que j'avais fait ça. Ensuite, j'ai fait le pied. Puis je pense que j'avais travaillé sur cette pièce-là entre-temps. OK. Qui m'a donné l'idée de recréer un autre motif pour l'intérieur, tu sais. OK. Mais là, après, j'ai fait l'intérieur, puis là, après, ça ici est venu. Après, j'ai refait le couvercle. Tu sais, mais au fur et à mesure, j'avais pas de dessin. Il n'y a pas de plan, autrement dit. Non, il n'y avait pas de plan. OK. Mais en dedans, il y avait quelque chose, là, mais... Est-ce que vous travaillez quelques œuvres en même temps? Je veux dire, par là, vous ne commencez pas une œuvre, puis vous la terminez, vous en recommencez une autre, là. C'est que vous pouvez en avoir 2, 3 en marche à ce moment-là, bien non si... Oui, assez souvent, je travaille tout le temps à peu près une pièce à la fois. Ah oui, une pièce à la fois? Ouais. Dans des cas de même, là, c'est peut-être une couple de pièces à la fois, mais c'est à cause qu'elle était comme en stand-by, puis j'en fais un autre. Là. OK. Mais en général, quand je commence, mettons, comme un plat de même, je vais le faire de A à Z. OK, vous allez commencer. Mais les autres suivent dans ta tête aussi. Tu sais, des fois qu'il y en a un autre dans ce style-là, au genre, qui va s'en venir. OK. Puis en même temps, ça te fait penser aussi que, bon, de développer... Des fois, une chose t'amène à une autre. Tu sais que tu n'aurais pas pensé. C'est ça, exactement, c'est ça. Mais pour créer des choses comme ça, M. Drapeau, il faut être un passionné. Oui, absolument. On ne peut pas créer... est-ce que la sculpture s'apprend? Est-ce qu'on va à l'école pour apprendre à sculpter ou bien non, si on l'a ou on ne l'a pas? Bien, je pense qu'on l'a, mais il y en a qui vont à l'école puis qui vont le perfectionner. Perfectionner. Là, y en a mais la base, il faut avoir la passion. Il faut que tu sois attiré, mettons, par la sculpture. Tu peux le découvrir, mais tu l'avais en toi, dans le fond. C'est ça, exactement. Ouais. OK. Votre superbe exposition qui s'est terminée le 14 octobre dernier, et je vous en félicite, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, M. Drapeau. Ça avait pour thème rétrospective. 40 ans, c'est vite passé. Oui, ça fly assez vite. Mais ce qui est intéressant, j'avais ma première puis ma dernière sculpture dans l'exposition. Voilà, exactement. J'avais récupéré les deux, fait que j'étais bien content. C'est quand un artiste fait une exposition comme vous avez faite, là, 40 ans d'histoire, là, une rétrospective, puis vous regardez toutes vos œuvres, là, il y a une fierté là-dedans, monsieur. Oui, j'étais content. Je n'avais fait d'autres expositions. Oui. Mais là, je dois t'avouer, j'étais pas mal content de mon exposition. Avec le recul, là, vous regardez ça. L'inventaire des pièces qui étaient là, puis tout ça. C'était beau, c'était vraiment beau. Oui. Puis je peux dire là, que c'est la première exposition vraiment qui a marché dans tous les sens, là, parce que je n'ai fait d'autres expositions. Puis je me souviens des années 80.
il n'y avait pas grand monde dans les salles d'exposition, puis le monde, il ne tripait pas bien ces arts, cette sculpture-là. Est-ce que les gens sont plus culturels aujourd'hui? Oui, ils en connaissent plus. Ils en connaissent plus, dû à ces expositions-là aussi. Oui, puis tout ça. les salles d'exposition, ils sont... Ben là, il y en a. Il y en a, oui, c'est ça. Avant ça, il y en avait pas. Il fallait les créer, dans le fond. Là. Il fallait se prendre une salle puis exposer une C'est ça, oui. Tandis que là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des salles spécialement faites pour ça. Oui, on a travaillé pour aussi. Là. Oui, sûrement. Avec Sœur Jeannine Durocher, là, entre autres, là, qui était une pionnière dans le centre culturel à la Sarre. Là, vous allez m'expliquer quelque chose, M. Drapeau, c'est que vous travaillez la matière de plusieurs essences de bois exotiques. On parle de cocobolo, le padouk, le tilleul qu'on a parlé tantôt, l'amarante. C'est quoi ces essences? L'amarante, là, ces couleurs-là, c'est mauve. OK. C'est une belle couleur. On se sert, étant donné que je ne veux pas me servir de la teinture dans mes bois, il y en a qui teignent. Puis vous, c'est naturel. Moi, c'est toutes les couleurs naturelles. OK. Fait que ici, là, regarde, on peut voir, là, il y a de l'amarante. Puis le brun ici, c'est du noyer américain. Puis qu'il y en a au Canada, de ça. Puis ça, c'est du chêne qu'on a à nous autres. Là. Fait que dans vos... Il n'y a aucune teinture dans vos sculptures. Non. Mais c'est bon de le souligner, par exemple, parce que ça veut dire qu'il y a des essences de bois terribles. Oui. Il y en a des rouges sang. Il y en a du jaune, malgré tout. Là. Ce qu'on peut penser, il y a de la couleur jaune dans le bois. C'est de la couleur noire, des bruns. En général, c'est brun et beige. Là. Dans votre travail, vous aimez rendre hommage à la nature. Oui. C'est important pour vous, la nature? Oui, puis on m'a dit, c'est peut-être avec l'âge. J'ai travaillé dernièrement avec ce qu'on appelle des loupes d'arbres. OK. C'est quoi une loupe d'arbre? C'est des bosses après les arbres. Là. Ah, OK. Tu sais, la maladie, le virus. La maladie, là, oui, OK, oui. OK. Puis ça, là-dedans, il y a tout... un coup que c'est travaillé, là, la loupe, là, puis poli, là, qui donne une finition, ça ressemble à du nacre, quasiment. Parce que dans la loupe, l'âge du bois, il est tout entremêlé. C'est pas pareil comme l'arbre lui-même. C'est différent. C'est différent. Tu ne croirais pas que c'est le même. Ça. J'ai travaillé avec du bois malade aussi, du bois tout troué, là. OK. Ça vous a inspiré? Oui, ça, là, tu t'en vas avec ça, puis là, tu t'en vas, il y a le côté fragile, hein, parce que là, il y a le fragile dans du bois qui peut te péter dans les mains, puis ça te fait penser à notre nature aussi, qu'on est fragile, nous autres. Exactement, c'est ça. Parce que les trous, tout ça peut, tu sais, ça rapporte un peu avec nos maladies. Puis j'ai travaillé aussi, je m'en vais là, plus dans les prochains mois, peut-être années, là. Travailler dans comme la transparence des bois, là. Amener à une finesse, tu sais, que ça soit fin, là, qu'on voit la lumière au travers. Mon Dieu, ça va être quelque chose. J'en avais un petit plat, entre autres, là, d'exposer. Là, puis, oui, exactement. Ça va être... ça va être touché pas mal. Extraordinaire. Monsieur Drapeau, merci infiniment. Félicitations à vous. C'est vraiment extraordinaire. On vous souhaite un autre 40 ans. J'espère bien. Puis je vous remercie infiniment. Et on va sûrement vous revoir au Salon des créations. Possiblement, non, je pense pas. Vous prenez un petit congé. Vous prenez un petit congé. Alors, merci beaucoup de votre présence à cette émission-là, M. C'est moi Drapeau. qui te remercie, Gaby. Puis continuez votre excellent travail. C'est de toute beauté. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.